On a décidé qu'il n'y aurait pas un podium, mais qu'il y aurait avec trois places sur le podium, mais 4. C'est comme cela une façon d'honorer un maximum d'étudiants qui ont donc planché et plaidé ce soir devant nous. Retenez bien quand même que la plaidoirie, ça doit convaincre et ça doit quelque part séduire celui ou celle devant lequel on plaide. C'est extrêmement important d'essayer de convaincre, mais également d'essayer de mettre parfois les rieurs de son côté. On y reviendra. Alors, le troisième prix a été décerné à quelqu'un qu'on a écouté avec grand plaisir. La parole était extrêmement fluide, extrêmement intelligente, et on se laissait balader, c'est le moins qu'on puisse dire. Et pourtant, la plaidoirie était rude à remonter, la pente était rude à remonter. C'est Alexandre Avril pour... donc, Mesdames et messieurs, il n'y a sans doute pas de pire peine que celles qui durent éternellement. Car si la société peut vertueusement corriger celui par la faute duquel elle a été outragée dans ses principes et ses lois, celui-là paie le droit à l'oubli de ses fautes. Tandis que l'opprobre, l'ignominie, la honte jetée à travers le temps sur ceux que leur époque n'a pas su comprendre, continue de profaner le souvenir de leur nom, et dans l'histoire, d'arraser des ombres qui n'aspirent qu'au repos. Donatien Alphonse François de Sade fut l'un de ces hommes. Et afin de nous délester de tout ce que sa réputation charrie depuis plus de 2 siècles dans l'imaginaire collectif, nous ne l'appellerons pas Sade, mais DAF, D-A-F, de ces 3 initiales par lesquelles il signait son courrier personnel, car il s'agit avant tout de parler de l'homme et non du personnage sulfureux. J'ai l'honneur ce soir de venir défendre sans doute le fantôme le plus infréquentable des accusés de l'histoire littéraire, dont le seul nom suffit, j'en suis convaincu, à vous remplir d'effroi et de dégoût. Néanmoins, je vous en conjure, pas de morale avec les tripes. La dégustabilité n'est pas un critère, on ne condamne pas parce que c'est à vomir. Je vais vous parler d'un homme qui, entre 27 et 74 ans, n'aura passé que 10 ans à l'air libre et qui par 2 fois aura été condamné à mort, alors qu'il n'y avait aucun cadavre dans le placard, seulement une immense œuvre littéraire et une immense mystification. Sachez qu'il y a une distance bien grande de la vie du marquis au motif de son œuvre, mais qu'il y a l'infini entre ce qu'il fut et ce que nous croyons en savoir. Il y a d'abord chez Daffe une victime judiciaire, victime des vicissitudes des esprits de son temps. Et pour nous, une erreur de considération, une faute d'estime. Alors penchons-nous sur cette existence hors du commun. Daffe enfant, c'est la candeur angélique. C'est-à-dire qu'on ne peut rien comprendre de Sade si l'on oublie le fait que dans l'âge tendre, il rêvait d'amour, de troubadour, qu'il a appris à lire dans la poésie fleurie et suave de Pétrarque, que ses aspirations n'étaient qu'à la douceur et à la candeur. Rappelez-vous néanmoins qu'au siècle des Lumières, on lit l'encyclopédie, mais on raffole aussi des almanachs, de la bibliothèque bleue, de tous ces livres clandestins, libelles et autres livres de philosophie, comme on appelle à l'époque les ouvrages obscènes et bien épicés. Philosophie, libertinage, immoralité sont des mots synonymes. Et l'on se doit, pour être au goût du jour dans cette société décadente, de piétiner les préjugés de l'enfance, de pleurer au théâtre le jour et de se livrer à la débauche la nuit. C'est ainsi que pour corriger les excès de tendresse d'un fils qu'il croit homosexuel, le père de Daffe le saoule de bals et de rencontres féminines avant de le confier à son propre frère, un abbé qui ne répugnait pas à la compagnie des jeunes filles, pour enseigner au jeune homme comment doivent vivre les hommes de son rang
entre honorabilité et lubricité. Première faute de Daph dans l'excès de tendresse. Faute que l'on corrigera en excitant des passions qui ne s'éteindront plus. À 24 ans, Daph est de l'avis de tous un mari et un père idéal. Mais voici que le poison de la rumeur va briser en 1763 cette existence tranquille, quand sur le témoignage d'une maquerelle d'Aix-en-Provence, la belle-mère de Daph, la présidente de Montreuil, obtient du roi une lettre de cachet des familles pour enfermer ce mari-volage afin de le faire méditer sur cette vertu qu'est la chasteté. Quelle justice! Il fallait vraiment que ceux qui n'avaient jamais péché lui signassent sa première lettre de cachet. Et ce fut la deuxième faute de Daph, d'avoir contrarié une famille puissante et d'être né dans le temps de l'arbitraire judiciaire. Mais ce fut là le commencement du génie. Car il est enfermé pour avoir donné la fessée à une fille de joie. Mais quoi, n'avait-il pas lu la même année, dans les Confessions de Rousseau qui venaient d'être publiées, le petit Jean-Jacques racontant sa première érection à l'occasion d'une fessée donnée par sa maman? Non, décidément, la littérature n'est pas assez explicite. Et Daph se lance du fond de son cachot pour tromper l'ennui comme pour développer ses vues, lui qui deviendra aveugle en prison, dans l'écriture, selon la tradition des Ragionamenti de l'Arétin, qui est le premier grand romancier de l'érotisme. Mais il ne s'agit encore à cette époque que de tendresse chez Sade. Et la littérature sadienne telle que vous la connaissez, c'est la rage du cachot de Vincennes qui la nourrit. Flaubert a dit de Sade que c'est l'horreur dans la nature, car pas un arbre dans son œuvre. Mais justement, c'est cet homme qui demandait à sa femme de lui apporter en prison en fait de vivre des fleurs. C'est cet homme qui pleura le jour où il apprit que son effroyable belle-mère avait décimé 30 cerisiers qu'il avait amoureusement plantés dans sa propriété de Lacoste. C'est cet homme-ci qui avait compris bien avant Michel Tournier que sa solitude condamnait Robinson à devenir pervers. Sauf que Robinson, sa solitude, il l'a exercée au grand air, et Sade dans un cachot. Et toute son œuvre va explorer la monstruosité que les lieux clos enfantent. Au fond, la littérature sadienne n'est pas autre chose qu'une réaction chimique entre la myrrhe, l'encens, la poudre des perruques et l'air fétide et nauséabond des geôles inhospitalières. Sade, dans la nuit de sa prison, invente le roman noir, le plus noir qui n'ait jamais été écrit, et raconte la manière dont les grands hommes, anthropophages et scatophages, se ressourcent dans les sérails offerts à leur lubricité. Mieux qu'Aristophane se moquant des disciples d'Esculape, mieux que Rabelais croquant quelques moines débridés, Daph nous offre le plus admirable des tableaux du pouvoir, car il s'agit bien de pouvoir dans l'œuvre de Daph. Nous ne sommes pas, comme le disait Nietzsche, des grenouilles pensantes, des appareils objectivateurs sans entrailles. La vérité, chez nous, ne s'enfante que dans la douleur. Et Daph a souffert, croyez-moi. Il a souffert bien plus que n'importe lequel de ces écrivains que vous allez entendre défendre ce soir. Il a souffert pour avoir vu et compris de quelle perversion l'homme de pouvoir est capable. Sa faute devant l'histoire est en même temps son meilleur alibi. Car ce que Sade a décrit, il ne l'a pas fait. Daph écrivait contre ceux qui pensaient qu'il faut enfermer pour adoucir. Ou comme le dit le duc dans les 120 journées, foutre l'homme plutôt que de le comprendre. Le son de clémence vaut mieux que le son de despotisme. Soyez sadiens, mesdames et messieurs, en ne confondant pas le thermomètre et la température, en ne crevant pas l'œil qui le seul a vu Saturne. Car Daph fut évidemment un immense prophète dans l'histoire.
Lui qui avait dénoncé les crimes de l'Ancien Régime, qui avait annoncé la Révolution et son souci d'égalité, qui a mis à jour la folie des idéologies qui n'aiment pas l'homme et veulent le changer, penseur par anticipation de l'antifascisme comme de l'antitotalitarisme, il fut prophète malgré lui. Mais là où Jonas n'osa se rendre à Ninive pour alerter ses habitants sur leur fin prochaine, Daph subit encore dans l'histoire une persécution pour avoir annoncé que Sodome est toujours debout. C'est pourquoi je ne vous demande pas un acquittement, mais une indulgence. L'indulgence de la postérité qui rachète les iniquités qu'il eut à souffrir toute sa vie durant. Une indulgence pour l'âme tourmentée de l'un de nos plus grands génies. Je vous remercie. Alors le deuxième prix, chacun l'aura compris, vous avez su mettre les rieurs de votre côté, vous avez su prendre un extrait en sachant bien tourner les choses et faire rire un juge, c'est déjà avoir presque partie gagnée et visiblement vous avez fait rire la cour et le jury. Donc félicitations mademoiselle Jamila Laoubi, vous avez donc le deuxième prix. Monsieur le Président, Messieurs les juges, chère audience, Monsieur Flaubert est accusé aujourd'hui d'avoir produit dans son ouvrage Madame Bovary, matière à outrager les bonnes mœurs. Monsieur Flaubert serait d'autant plus indécent que l'érotisme latent de son ouvrage forcerait le lecteur à le déceler, ce qui l'en rendrait complice. Pire, Monsieur Flaubert serait un odieux individu, déréglé, dangereux, qui profiterait de la littérature pour répandre son venin dans la société. J'ai lu Madame Bovary, je suis perplexe. Oui, j'ai lu Madame Bovary. J'ai lu l'histoire de cette bourgeoise qui devient une femme de mauvaise vie. J'ai lu l'histoire d'une femme qui trompe son mari, qui se suicide pendant que Monsieur Homais reçoit la Croix d'honneur, et c'est odieux. Mais enfin, cette histoire tragique serait-elle la première de la littérature ? Alors comme vous, Monsieur le procureur, j'ai été choquée. C'est choquant. Mais enfin, je m'en suis remise. En effet, comment peut-on soutenir plus d'un instant d'égarement, passé la sidération première, comment peut-on soutenir que ce roman flatte le vice ou encourage à l'immoralité ? Non ! À la fin, dois-je vous le rappeler, Emma meurt. Elle meurt dans la honte. Elle meurt dans le désespoir. Le châtiment est cinglant. Il s'agit très nettement d'une mise en garde de la part de l'auteur. Alors, monsieur le procureur impérial, j'ai peur de devoir vous dire que vous êtes un moralisateur. En moralisateur, vous voyez le monde tel qu'il devrait être. Et c'est une qualité dans notre profession. Mais laissez Flaubert être un auteur. C'est un moraliste. Il doit dépeindre le monde tel qu'il est, avec ses horreurs. C'est comme ça, en heurtant nos cœurs, qu'il les ranime d'une pulsation plus vive. C'est parce qu'il soufflette la vertu éteinte qu'il en recolore les joues. C'est ainsi que la littérature fonctionne, en garde-fou, contre les passions les plus infâmes de notre espèce qui existent, et dont censurer l'existence reviendrait là à leur donner la part belle. Nous ne le souhaitons pas plus que vous. Au fond, messieurs les juges, la littérature fait ce que nous ne pouvons pas faire. Nous sommes là, nous enquêtons, nous plaidons, nous jugeons alors que les destins sont déjà brisés. Nous devrions remercier M. Flaubert de prévenir ces tragédies en ranimant la morale par le spectacle, certes horrifiant, mais enfin cathartique, de la débauche. Certains passages, oui, certains passages plus audacieux que d'autres auront fait froncer les sourcils à l'honnête assistance. Mais je vais vous prouver d'une manière irréfutable et totale que M. Flaubert est innocent et même admirable auteur. Parmi les passages qui auraient outragé les bonnes mœurs, le flamboyant épisode de la voiture dans laquelle Madame Bovary s'engouffre avec son amant. Les lecteurs les moins naïfs, dont je ne suis pas,
les soupçonne d'y avoir consommé l'adultère. J'ai lu ce passage, je l'ai trouvé irréprochable. Je l'ai lu une seconde fois. Et là, il est vrai que je l'ai trouvé un peu long, un peu imagé, mais enfin, ce n'est pas un crime. Et voici le temps de la 3e lecture. Je vais vous en offrir une lecture indexée sur les plus odieux soupçons de monsieur le procureur. Je vais vous en offrir une lecture la plus inquisitrice possible pour que vous déterminiez librement si oui ou non il y a matière à redire. Mais d'abord, je vous demanderai de vous concentrer, si vous me le permettez, parce que les sailles pornographiques sont très subtiles. Où monsieur va-t-il ? Demanda le cocher. Où vous voudrez, dit Léon, poussant Emma dans la voiture. Et la lourde machine se mit en route. Elle descendit la rue Grand-Pont, traversa la place des Arts, le quai Napoléon, le pont Neuf, et s'arrêta court devant la statue de Pierre Corneille. « Continuez !» fit une voix qui sortait de l'intérieur. Le cocher s'essuya le front, mit son chapeau de cuir entre ses jambes et poussa la voiture en dehors des contre-allées, au bord de l'eau, près du gazon. Je vous avais prévenu, c'est très subtil. Personnellement, j'ignore, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que l'angle biaisé de monsieur le procureur impérial a vu derrière ces quelques lignes. Mais, très clairement, ce texte ne présente d'aspect choquant que si on le lit avec mauvaise foi. Et vous l'avez compris, la littérature s'interprète. On n'y voit que ce qu'on veut bien y voir. La littérature s'interprète, et puisqu'il faut rappeler cette évidence, en voilà une autre. La morale, elle, ne saurait être interprétée, juridiquement, dans un pays et dans un siècle qui se prétendent éclairés. On ne connaît pas le contenu de la morale. On ignore les contours exacts des bonnes mœurs. Alors comment saurait-on, et je ne prétends pas le savoir, si M. Flaubert a effectivement heurté les bonnes mœurs ? Je ne sais pas. En revanche, je sais ceci. Le public a aimé. Le public a plébiscité le roman de M. Flaubert. Le public a adoré la lecture des aventures de Madame Bovary qu'il suivait de semaine en semaine, puisque c'était publié en feuilleton dans la Revue de Paris. Dès lors, comment peut-on soutenir que le public a été outragé ? Et puisque la morale publique, c'est aussi et avant tout la morale du public, et que celui-ci est ravi, je demande l'abandon pur et simple des poursuites qui pèsent sur mon client. Monsieur Flaubert n'a fait qu'écrire, avec le seul souci de bien écrire. Et conformément au libre exercice de sa profession d'écrivain, protégée depuis le 17 mai 1819 par la loi sur les libertés de la presse. Et cela a été confirmé, je vous le rappelle, à de nombreuses reprises par la jurisprudence. Je vous renvoie aux affaires Béranger, aux affaires Goncourt, aux affaires Musset. Je m'interroge donc sur le sens du réquisitoire de monsieur le procureur impérial. Il semble en vérité que le plus grand crime de monsieur Flaubert, c'est d'avoir tourné le dos au romantisme. Alors oui, le romantisme a décoré notre pays. Oui, Hugo, oui, Lamartine, oui, Chateaubriand, mais enfin le romantisme s'essouffle et il appartient aux nouveaux auteurs, dont mon client est, de ranimer la machine des belles lettres dans notre pays. Le réalisme, dites-vous, c'est la négation du beau. Et puisque c'est la négation du beau, comment pourrait-il appartenir à la littérature ? Je ne sais pas. Nous sommes des juristes, pas des littérateurs. Monsieur Flaubert me dit que c'est un plaisir de l'esprit plus pointu, et je le crois. Monsieur Flaubert me dit qu'il ne présente pas un lecteur paresseux du beau en lui disant « Tiens, sustente-toi ». Non, il lui demande un effort, de retenue, il lui demande de résister à la tentation de la poursuite judiciaire en particulier, et il lui demande d'aller chercher par lui-même et en lui-même le beau que nous recherchons tous. Je vous en conjure donc, Monsieur le Président, Messieurs les juges, ouvrez les bras au progrès, qu'il soit littéraire ou juridique, car c'est de progrès qu'il s'agit. Ne revenez pas à ces temps
anciens et rétrogrades qui muselaient l'art. Nous sommes au XIXe siècle. Acquittez Monsieur Flaubert. Acquittez Monsieur Flaubert et vous édifierez la France des belles lettres. Je vous remercie de votre attention. Alors le premier prix, c'est clair qu'on a été bluffé. Vous avez été impressionnant, pas une note, pas un papier. Ce qui m'a frappé, je vous le dirais comme je le pense, c'est que par moments vous aviez une gestuelle un tout petit peu d'un homme politique qui a été président de la République, me semble-t-il, à compter de 1981, en tapant du doigt comme vous l'avez fait. Ça m'a beaucoup surpris. Puis cette façon aussi de vous accrocher au pupitre, qui est une façon très, très politique d'accrocher son auditoire. Mais au-delà, quelle éloquence, quel talent, quelle intelligence, quelle rapidité d'esprit, puis vraiment sans le moindre filet. C'était impressionnant. Donc, à l'unanimité du jury, vous avez donc le premier prix. Quelle folie t'est donc passée par la tête, Cicéron, toi qui oses devant cette assemblée réclamer la tête d'un citoyen romain. Et quel spectacle comique, s'il n'était tragique, que de celui de voir le traître pourchassé par le réprouvé. Où étais-tu, Cicéron, il y a 10 jours, au procès de Murena, que tout le monde ici sait coupable de concussion, si ce n'est à le défendre par tes belles paroles pour barrer à Catilina l'accès au consulat? Et d'où tiens-tu ces accusations que tu oses, ici, devant cette assemblée, tenir à nous, les pères conscrits? Tu les tiens, et nous le savons tous ici aussi, de la bouche de la maîtresse de Fulvius, et voici que par un hasard extraordinaire, de la bouche d'un consul, dans l'assemblée la plus sacrée de ce que compte la République romaine, s'élèvent les paroles d'une putain. Alors, il me faut t'accorder, Cicéron, ce que tu relèves, oui. Hier, Catilina était chez Léca, il était chez Léca avec Fulvius, il y était avec Cornelius ici, il y était avec d'autres qui ne sont pas sénateurs, il y était hier, il y était depuis 2 mois, ils y étaient depuis 2 mois à 5, et voilà qu'aujourd'hui, ils sont 10 000 hommes armés à nous attendre en Étrurie. Alors oui, Catilina a conjuré, Catilina a comploté, mais nous serions bien mal avisés de nous attarder sur ses effets les plus terribles sans nous pencher sur les causes, car s'il y a un accusé ici dans cette assemblée, père conscrit, c'est parce qu'il y a 100 coupables. Alors, Catilina, Cicéron, nous vous avons entendu, et nous avons entendu ces paroles du consul qui nous disait que tu avais comploté, qui nous racontait en quelque sorte les récits de tes méfaits, alors que du Boarium ne montre que les chroniques de nos turpitudes. Et s'il me fallait, parce qu'il me le faut à moi aujourd'hui, Caton, prendre la voix de ton ancêtre, de ce vieux censeur, qui rabattant de sa main sa toge de pourpre contre son cœur, s'est levé de sa voix d'airain dans cette même salle de marbre, oui, encore aujourd'hui il nous faut détruire Carthage, mais aujourd'hui Carthage est dans Rome. Et ce ne sont pas 10 000 hommes qui nous attendent, ce sont 100 000. Si aujourd'hui nous offrons à tous le spectacle de notre division, si aujourd'hui nous mettons à mort Catilina, si aujourd'hui nous lui réclamons l'exil, ce n'est pas 10 000, ce n'est pas 100 000, ce sont tous les vétérans, les paysans et les soldats des armées de César et de Pompée qui viendront aujourd'hui nous réclamer le sort de ce que nous avons fait de la République romaine, parce que penchons-nous sur ce que Catilina nous a montré, alors que nous, ô
Caton, je fais une exception pour toi et tu le sais bien, alors que nous n'offrons à tous que le spectacle désolant des cris des femmes et des esclaves qui désertent infiniment le seul champ de bataille qui nous reste, à savoir nos draps trempés de sueur, que nous offre Catilina en rappel des deux ferments les plus inviolables sur lesquels sont fondées la République romaine, le glaive et la terre, le paysan et le soldat. Et ne pas se souvenir de ça. Oublier que Catilina a comploté non pour ses seuls intérêts, ce que je ne veux pas croire aujourd'hui de la part d'un sénateur. Oublier cet aspect-là, c'est oublier nos racines. Voir un coupable là où il n'y aurait qu'un martyr, c'est nous faire les accusateurs, les pontifes et les bourreaux d'une mascarade, c'est nous montrer indignes, pères conscrits, de siècles de combats, de lutte pour la liberté et pour la démocratie. Alors, que faire ? Quel ennemi combattre ? Parce qu'il te faut un ennemi, Cicéron. Eh bien, cet ennemi, il est à l'Orient. Cet ennemi, il est face à Pompée. Et dans toutes ces belles paroles, il est une vérité que vous, pères conscrits, n'aurez pas oubliée. Il est certaines personnes, il est certains hommes qui n'ont d'hommes que le nom, qui en vont à l'Orient face aux légions de Pompée jusqu'à brûler les ruines de nos cités. Il en faut dont j'aimerais bien plus voir la tête sanglée à côté des rostres que celle de Catilina. Tu nous parles d'exil, Cicéron. Moi, je vous appelle au courage, vous tous, pères conscrits. Ce n'est pas d'exil dont a besoin Catilina, c'est d'une prêture. Ce n'est pas de 20 000 hommes qu'il lui faut, c'est 50. Utilisons sa transgression, utilisons sa force, utilisons sa subversion, utilisons ce côté furieux, cette audace effrénée qui nous manque tant, nous, vieillards, accroupis à nos sièges, avocats, comme tu l'es si bien, Cicéron, dans des procès infâmes. Utilisons sa force pour combattre nos ennemis et, ayant coupé la tête de nos ennemis extérieurs, alors peut-être, devrions-nous nous pencher sur nos ennemis intérieurs. Mais, enfin, n'offrons jamais le spectacle de la division. Et s'il me faut appeler aujourd'hui à une seule réalité, c'est à la réalité d'unité que je veux vous appeler aujourd'hui. À l'unité, à l'unité, à l'unité. Rome se divise et Rome est faible. Rome s'accuse et on défie Rome. Rome se condamne et Rome est vaincue. Voilà, pères conscrits, ce à quoi je vous appelle aujourd'hui, afin que dans ce procès qui n'en est pas un, nous prenions la juste et la bonne mesure de notre devoir, nous, les vieilles familles et les hommes nouveaux, nous, les Fulvius, les Cornelius, les Césars, les Catons, les Agrippa, les Cicérons, et oui, les Catilina. Nous, hommes, citoyens, pères de la République, nous enfin, dont la justice, la vertu et la force sont le ferment de cette unité inviolable et sacrée qui a uni pendant des siècles, et pour des siècles encore, le Sénat et le peuple romain.